Go. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine dans cette émission santé sur Radio JM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial, le cancer du sein chez les sujets jeunes. Comment le détecter ? Quelle est l'importance de l'autopalpation et des examens médicaux ? Quelles mesures de prévention peuvent être mises en place ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Fanny Medina, radiologue. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour la deuxième fois. Merci à vous de m'avoir proposé. Alors, on associe souvent le cancer du sein aux femmes plus âgées, mais les jeunes femmes sont également concernées. Quel est le pourcentage de cas selon les tranches d'âge ? Ces chiffres sont-ils en augmentation ? Et si oui, quelles pourraient en être les causes selon vous, docteur ? Alors, effectivement, quand on pense cancer du sein, on pense la femme ménopausée après 50 ans. Alors, ce qui est vrai, 80% des cancers du sein sont entre 50 et 75 ans. Il y a des fois des patientes qui disent à 70 ans, j'arrête. Non, on n'arrête pas. Vraiment, le gros des cancers du sein, c'est entre 50 et 75 ans. Et après, l'incidence diminue et souvent la virulence des cancers diminue. Mais donc, du coup, avant 50 ans, il se passe quelque chose. Oui, c'est 20% des cancers du sein avant 50 ans, donc c'est pas négligeable. D'autant que c'est souvent des cancers qui sont plus graves, plus virulents. Donc le avant 50 ans a quand même une place. Alors aujourd'hui, la Sécu a tendance à dire à partir de 50. Mais les gynécologues ont souvent l'habitude de commencer bien avant, du fait de ces cancers jeunes, potentiellement dangereux. Voilà. Est-ce qu'ils sont en augmentation ? Un peu quand même. Alors quand je vous dis en augmentation, c'est chez nous, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément la même chose dans d'autres populations. Il doit y avoir des facteurs environnementaux qu'on ne maîtrise pas bien, mais ce qui est sûr, c'est que les incidents ne sont pas forcément les mêmes selon les pays. Mais en tout cas, nous, pays occidentaux, il y a une petite augmentation qui est plutôt modérée, mais qui se confirme. Et une tendance à un peu plus jeune aussi. Voilà. Quel âge à peu près ? Comme je vous disais, voilà, c'est 30 le ans ? gros... non, 30 ans, ça reste exceptionnel. Non, c'est Exceptionnel. vraiment exceptionnel. Non, même si on entend beaucoup, il y a les réseaux sociaux qui font qu'il y a beaucoup de résonance, mais Oui. non, le 30 ans, c'est exceptionnel. Le avant 40, c'est exceptionnel. C'est vraiment moins de 10% des cancers du sein avant 40 ans, quoi. Donc voilà, mais voilà, entre le 40 et 50, il y en a quand même. Ouais. Et donc, selon vous, ça pourrait être à cause de l'environnement, des perturbateurs endocriniens ? Est-ce qu'il y a une idée, alors, global, même ouais, si c'est ouais. pas... Ça reste des facteurs mineurs, parce qu'on n'arrive pas à en trouver un spécifique qui donne vraiment une augmentation du cancer du sein. Ça reste vraiment des facteurs mineurs. Le gros des facteurs de risque, ça reste quand même les antécédents familiaux. Donc, il y a une grosse part de génétique. Pas que, puisque des sœurs jumelles, elles n'ont pas forcément le même risque. La sœur jumelle a un cancer du sein pour une vraie jumelle. L'autre, elle a la moitié une chance sur deux, ce qui est énorme, de risque d'en faire. Donc, il y a une grosse part de génétique, mais pas que. Donc, il y a vraiment un des facteurs environnementaux, mais pas un seul. Je peux pas vous dire, il y a vraiment un produit qui fait que on a des petits facteurs. Après, il y a aussi le fait d'avoir été enceinte, pas avoir été enceinte. Et on sait qu'avoir eu des enfants, ça diminue l'incidence, c'est plutôt favorisant. Le fait d'avoir allaité, ça diminue l'incidence aussi. Mais malheureusement, il y a des femmes qui ont allaité et qui ont quand même un cancer du sein. Donc c'est des petits facteurs comme ça. Voilà. Alors, quels sont les différents types de cancer du sein ? Existe-t-il un type plus fréquent chez les jeunes femmes ? Vous parliez justement de plus on est jeune, plus le type de cancer est agressif. Je vous laisse la parole. Alors, il y a beaucoup de sous-types, on va dire, de cancer du sein. Il y a des sous-types en termes de virulence. Globalement, on en donne 3, il y a 3, on appelle ça un grade. Voilà, donc ça c'est vraiment une histoire de virulence. C'est est-ce qu'il se multiplie vite, est-ce qu'il est dangereux ? Voilà, il y a 3 grades. Donc c'est sûr que les plus jeunes ont tendance à faire un grade plus élevé. C'est toujours une tendance, c'est pas une valeur absolue du tout. Mais c'est sûr que plus jeunes, ils font des grades plus élevés, ils font des choses un peu plus virulentes. Après, dans les sous-types de cancer, il y en a qui sont hormonodépendants, il y en a qui ne le sont pas. C'est pas une histoire d'âge de ménopause et tout ça, c'est que la cellule cancéreuse, la cellule de base du sein, elle est hormonodépendante. Ça veut dire qu'elle est dépendante aux variations hormonales de la femme. On a les seins qui gonflent, qui dégonflent. Une cellule du sein peut dégénérer, se modifier et
devenir cancéreuse. Et quand elle est cancéreuse, elle peut soit garder ses récepteurs, soit perdre ses récepteurs, si elle se modifie beaucoup. Quand elle garde encore ses récepteurs, on dit qu'elle est hormonodépendante. Du coup, on a une arme supplémentaire pour traiter le cancer du sein qu'on appelle l'hormonothérapie. En gros, c'est pour bloquer les récepteurs hormonaux. Quand elle perd ses récepteurs, on a une arme en moins, on va dire, pour taper dessus. Et on dit que donc ils sont pas hormonodépendants. La jeune femme a plus tendance à faire du non hormonal. C'est une tendance. Donc oui, il y a quand même des sous-types qui sont un peu moins fréquents chez la jeune. Comment une jeune femme peut-elle surveiller sa santé mammaire? L'autopalpation est-elle essentielle? Pouvez-vous expliquer comment bien la réaliser et à quelle fréquence? Alors, ça a quand même effectivement un intérêt parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle des cancers intervallaires, c'est-à-dire entre deux dépistages, on peut quand même, il y a encore beaucoup de cancers qui sont découverts sur l'autopalpation. Donc, se surveiller, oui. Alors, pas 20 ans, 30 ans, plutôt après. On peut avoir des boules dans le sein à 20 ans, à 30 ans, et heureusement, dans l'immense majorité des cas, c'est du bénin. À ce moment-là, on peut, s'il y a une inquiétude, faire une échographie, pas une mammo, juste une échographie qui n'a pas de toxicité. L'autopalpation, donc ça a une importance, pas le faire tous les jours, mais ça a une importance parce qu'après on connaît ses seins, c'est-à-dire qu'on connaît, il y a du relief, hein, c'est pas tout lisse comme une pomme, il y a du relief et chaque sein est différent. Donc à chaque fois quand on connaît son relief, parce qu'on a l'habitude de faire une autopalpation, on est plus efficace en termes de surveillance. Si on devait le faire une fois de temps en temps, peut-être on va dire une fois par mois, comment le faire? L'idéal, je dirais sous la douche avec du savon. Ça glisse bien, on sent mieux. Le fait de palper avec de l'eau, quelque chose qui glisse bien, on sent vachement mieux. Faire une autopalpation, c'est aussi faire le droit et le gauche en même temps parce que les seins sont à peu près identiques. Si un relief est exactement identique à droite et à gauche, c'est plutôt rassurant. Après, si on sent quelque chose, ce qui est pas mal, c'est de ressentir quelques jours après. J'ai senti une bosse sur mon sein droit. Je parle d'une femme jeune qui a encore des cycles. Ce qui est bien, c'est d'après le repalper en début de cycle, c'est-à-dire au moment des règles, 2 jours, 3 jours au début des règles. Il y a une diminution des hormones et du coup, le sein ne réagit pas pareil. Une bosse qu'on peut sentir avant, si elle disparaît au moment des règles, c'est que c'était rien. Souvent, ça peut être des kystes, ça peut être des bricoles, mais un truc qui varie avec le cycle, c'est que c'est pas méchant. Donc, ça peut être une indication pour rassurer la patiente. Et donc, comment ça se passe l'autopalpation? Donc, sous la douche avec du savon et juste on se. Ouais, Il n'y a alors pas une l'idéal. technique ou Ouais, si alors le pouce est moins utile. 2e, 3e, 4e doigt, c'est vraiment les plus efficaces en termes de sensibilité. On part du mamelon et on fait des mouvements radiaires. Je monte selon les aiguilles d'une montre et droite-gauche en symétrie de façon à voir s'il y a vraiment une anomalie différente à droite et à gauche. Il y a une autre chose qui peut être importante à regarder, c'est le mamelon. Le mamelon, il ne faut pas qu'il se modifie. Quand je dis modifier, soit c'est une rétraction qui est irréversible, ça reste rentré, ça ne veut plus sortir. Il peut rentrer un peu, s'il ressort, on s'en fout. Mais qui veut plus, qui reste sur des semaines et tout ça, ça peut être un signe d'alerte. Ou un mamelon qui se modifie avec des ulcérations, comme des croûtes, comme de l'eczéma, mais qui guérit jamais. Ça, c'est un signe, des fois, on peut faire un cancer que du mamelon. Ça ressemble à de l'eczéma, ça ressemble à des croûtes, voilà. Et bon, moins chez la jeune. C'est pas fréquent et c'est plus des âges plus avancés. Mais du coup, j'explique aux patientes plus âgées que c'est important de regarder aussi le mamelon. Donc, s'il y a une bosse, quelque chose qui est anormal, Ouais. qu'on sent quelque chose dans le sein, Mhm. s'il y a cette espèce de croûte, écoulement aussi? L'écoulement, alors, si c'est un écoulement, on va dire lactescent, c'est-à-dire qui ressemble à du lait, qui est des deux côtés avec plusieurs trous, on s'en fout, c'est du bénin, c'est du lait. Si c'est un seul port, ça veut dire quand on regarde au niveau du mamelon, il y a une seule goutte au niveau d'un seul point, que d'un côté, et que c'est pas lactescent, ça peut être jaunâtre, ça peut être transparent ou alors sanglant, là, faut consulter. Il peut y avoir des petites boules qu'on appelle des papillomes qui poussent dans les canaux galactophoriques. Les canaux, c'est les tuyaux qui font le lait. Donc une petite boule qui pousse et au début c'est bénin, mais ça a un potentiel quand même à dégénérer. Donc un écoulement, un seul petit trou qui est clair, il faut consulter. On essaye de trouver ces petites boules qu'on appelle des papillomes et on les enlève quand même parce que ça peut dégénérer. Et donc, que doit faire une femme si elle détecte une anomalie? La première chose à faire.
Bon, appeler son Ouais, gynécologue, j'imagine. Mais on le montrera. Il y a l'idée process. je vois si au niveau des règles, au moment des règles, ça a complètement disparu, c'est que c'était rien. On peut faire des kystes, c'est des bulles d'eau dans les seins, ça vient en fonction du cycle. Donc bon, si au bout de 3 jours, elle n'y est plus, c'est que c'était rien. Après, effectivement, c'est demander à un médecin qui va regarder, ah oui, il y a peut-être quelque chose, et ça débouche sur un examen mammaire. Donc soit c'est une jeune, ça va être qu'une écho, soit les plus âgés, on va aller peut-être directement à la mammo. Voilà. Et on dit avant 40 ans, écho en première intention. Après 40 ans, on fait facilement la mammo à ce moment-là, s'il y a une anomalie clinique. Y a-t-il des mesures de prévention efficaces pour réduire les risques de développer un cancer du sein? Alors malheureusement, pas des masses à part la prévention. On n'a pas, comme je disais, identifié un facteur vraiment qui déclenche. Ouais, Voilà. Et du coup, la prévention, c'est comme ça qu'on arrive éventuellement. Mais on n'empêchera pas le cancer. C'est juste qu'on va le détecter très tôt. Et quand il est détecté très tôt, on le traite aujourd'hui super bien. On est à presque à 90% de survie à 5 ans. Donc ça fait partie des cancers qu'on traite bien. Mais il faut que ça soit précoce. Voilà. Et je reviens juste sur les signes, ces petites boules, elles sont indolores ou elles font mal? Alors effectivement, elles ont tendance à être complètement indolores. Donc c'est pour ça que si on n'éduque pas les patientes en disant si c'est indolore, ça peut quand même être grave, les patientes se disent j'ai pas mal, donc je m'en fous. Et donc voilà, donc c'est vraiment, il y a une éducation à dire, c'est pas comme un problème dans le ventre, ou voilà, c'est indolore, moins c'est douloureux, plus à la limite c'est suspect. Parce qu'on a le droit d'avoir mal au sein et c'est pas forcément, par contre, douleur et cancer, il n'y a pas de lien. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes femmes pour les sensibiliser du coup à cette maladie? On aura terminé, docteur. Alors, bon, déjà, avant 30 ans, oubliez, c'est des raretés. Même si on en entend sur les réseaux sociaux et tout ça, ça reste vraiment une exception. C'est pas du tout la règle. Avant 30 ans, il doit rien se passer. C'est vraiment une exception. Après, voilà, l'autopalpation, oui, mais sans que ça soit anxiogène. Voilà, je parle vraiment de la jeune. Voilà, à partir de 40, oui, ça vaut le coup de commencer à s'y intéresser, à vérifier ses seins de temps en temps. Et en fonction de ce que vous dit gynécologue, effectivement, peut-être une fois tous les 2 ans, faire du dépistage. À 50, ça se discute pas. On fait du dépistage tous les 2 ans, même s'il n'y a pas de facteur de risque, même s'il n'y a pas de cancer du sein. Donc, je veux pas qu'il y ait une psychose chez les femmes jeunes, parce qu'après, elles viennent nous voir paniquer dès qu'elles sentent un petit relief sur le sein. Donc, attendez les règles. Et vraiment, s'il y a quelque chose qui persiste, voilà, vous en parlez à votre médecin. On peut faire des échographies avant 40 ans sans aucun problème. Il n'y a pas de toxicité, donc ça, on peut faire, mais... pas de panique quand même, voilà. Et par contre, quand on commence à avoir l'âge, important de faire du dépistage. Merci beaucoup, docteur Medina, pour votre intervention aujourd'hui. Merci à toutes et à tous, auditrices et auditeurs. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site radiojm.fr, notre page Facebook et Instagram ou sur l'application Radio JM. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou des questions, vous pouvez écrire sur notre page Facebook ou en privé sur mon mail rebeccaatias@radiojm.fr. Merci.